Mais maintenant, je vais laisser la place du coup à Hachem pour sa présentation. Merci Mohamed. Bonjour En à prie. toutes et à tous. Merci pour votre présence. Donc, je suis Shamsidine Abdi, Data Scientist chez Epon Technology, qui est un partenaire à AWS. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du MLOps sur AWS. Alors, la présentation n'est par contre pas que sur l'histoire du MLOps sur AWS. Je vais d'abord commencer par une petite introduction sur la problématique et le contexte. Je parlerai ensuite du machine learning sur AWS, juste pour vous donner un overview sur les possibilités. J'expliquerai après les principes du MLOps et comment mettre en place un processus MLOps ainsi que les risques liés au ML. Et puis, j'essaierai de vous donner quelques pratiques MLOps. Je discuterai après les différentes solutions possibles sur AWS et comment ça s'est évolué avec le temps pour conclure à la fin avec une petite conclusion. Si vous êtes data scientist, vous connaissez sûrement l'histoire. En tant que data scientist, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des fichiers CSV, chacun dans son coin, pour tester et expérimenter. Le travail en équipe était donc souvent difficile, avec un grand manque de reproductibilité. Plusieurs entreprises, avant et même maintenant, font beaucoup de projets ML et IA, mais la mise en production est souvent difficile à cause du manque justement d'organisation, d'intégration et d'automatisation des processus dans un projet. C'est là où le MLOps intervient avec la promesse de réduire les frictions techniques pour mener un modèle de l'idée à la production dans le plus bref délai. Donc, on parle de time to market avec le moins de risques possible, bien sûr. Donc là, comme je vous ai dit, je vais juste passer rapidement sur un overview sur les services AWS SageMaker qu'on a sur AWS pour faire du machine learning en général. Et puis après, bien sûr, on va rentrer dans les détails de tout ce qui est MLOps. Donc, on peut voir des services qui vont permettre de commencer par tout ce qui est préparation de données. Donc, on va récupérer les données avec, par exemple, le service Ground Truth. On va créer, des données en faisant de la labellisation pour préparer les données à l'entraînement. Et puis, on a tout ce qui est outils de préparation et de pré-processing de données avec notamment le service Data Wrangler qui est sorti en reInvent 2020. Et puis d'autres services que je vais détailler un petit peu après parce que c'est des services qu'on va utiliser pour faire justement du MLOps pour compléter le framework MLOps. Et puis on a tout ce qui est bien sûr entraînement dans un process ML. Donc c'est là on va utiliser des services SageMaker pour l'entraînement de modèles, que ce soit avec des algorithmes qui sont déjà présents sur AWS, ou encore ramener nos propres modèles qui sont déjà entraînés avant et les intégrer directement sur SageMaker pour les déployer et les utiliser. Il y a aussi la possibilité d'entraînement à grande échelle, bien sûr, parce qu'on va utiliser des instances. Donc, on va pouvoir choisir le type d'instance et le nombre d'instances utilisées pour l'entraînement. Donc, c'est facile de scaler avec le temps pour les entraînements. On peut faire des entraînements distribués et ainsi de suite. Et puis, on a aussi le service que je vais détailler un petit peu aussi après, qui est le SageMaker Debugger. Et ça, c'est un service qui va nous permettre de suivre les modèles pendant l'entraînement. Et puis, on a la partie déploiement où on a des services aussi dédiés au déploiement des modèles. Ici, là, on va voir tout ce qui est à la fois des services intégrés dans SageMaker directement ou des services externes qu'on va utiliser sur SageMaker, à savoir Kubernetes ou Kubeflow pour l'intégration des pipelines. Les modèles d'apprentissage automatique, donc le machine learning, créés par les data scientists, représentent une petite fraction des composants d'un flux de déploiement en production pour une entreprise. Voici donc, je vais donc vous donner une liste non exhaustive de ces composants. Il y a la configuration de l'environnement, la collecte de données, la vérification de données,
On va aussi faire tout ce qui est gestion de ressources, machine learning, outils d'analyse, extraction de features, code ML et infrastructure de services. Donc on parle de la prédiction. Pour opérationnaliser les modèles de machine learning, les data scientists doivent travailler en collaboration avec plusieurs autres équipes, telles que les business devs, les data engineers, les DevOps, et ainsi de suite. Cela représente des défis organisationnels en termes de communication, de collaboration et de coordination. Donc, l'objectif du MLOps est de rationaliser ces défis avec des pratiques bien établies. De plus, le MLOps apporte une agilité et une vitesse qui sont la pierre angulaire du monde numérique aujourd'hui. Donc, la mise en place d'un processus MLOps peut prendre un peu de temps si c'est la première fois. Et surtout, si on décide de tout faire from scratch nous-mêmes. Et une fois tout est mis en place, les data scientists peuvent se concentrer sur ce qui est essentiel. Donc, le développement des modèles, les études statistiques des données, et ainsi de suite. Un processus MLOps contient plusieurs étapes. Quelques étapes sont inévitables. On ne va pas forcément détailler ici, mais les étapes générales qui sont très importantes, comme on peut voir sur les différentes étapes que j'ai mis ici. On a, par exemple, on va commencer par le cas d'utilisation. Ça, c'est l'étape 0, où on va discuter autour d'une problématique pour décider des KPI pertinents et la solution ML possible pour résoudre le problème. L'identification du problème peut aider à identifier dès le début quelques opérations à mettre en place dans notre framework MLOps. Donc, c'est une étape importante. On a après l'étape du data engineering. Il faut savoir que la data est très essentielle dans un processus MLOps. Dans un processus DevOps classique, on va s'intéresser sur le code. Avec le MLOps, on s'intéresse aussi aux changements sur les modèles et surtout les données. Donc, ici, on introduit les données en tant que nouvelle variable dans le processus de développement. Pourquoi? Parce que pour reproduire les résultats, vous devez être capable de reproduire les données que vous avez utilisées. Alors que vous pourriez ne pas être capable de produire toutes les variantes possibles du modèle, les composants doivent être versionnés pour assurer la reproductibilité. Donc, la question du versionnage, à la fois des données et du code, devient de plus en plus complexe. On va parler par la suite de tout ce qui est versionning et les possibilités qu'on va avoir dans un framework MLOps. Donc, on parle de la préparation de données, de la génération, la récupération de données comme étape importante. Et puis, d'autres points essentiels sont les pipelines d'exécution des tâches et le monitoring des modèles une fois en production. Pour ces deux derniers-là, je vais les détailler un petit peu après, donc où je parlerai en détail de chacune de ces étapes. Sans rentrer dans les détails, ici, j'ai essayé de regrouper les trois manières possibles pour faire du MLOps. Donc, comment on peut faire du MLOps? Si vous voulez, le MLOps, c'est un terme récent, mais la pratique derrière ne l'est pas. Alors, c'était peut-être pas complet, on cherchait pas forcément la complétude avant, mais les data scientists qui ont des connaissances en génie logiciel utilisaient déjà des pratiques qui servent à brancher les différentes étapes d'un projet ML. Comme me disait un ami un jour, le MLOps, c'est la plomberie du ML. Donc, la première façon de faire du MLOps, c'est de tout coder de zéro, avec des scripts, des microservices, tous liés et agrégés de façon à couvrir et valider les étapes essentielles. Cette méthode vous permet de tout personnaliser, aucune limite. Par contre, ça prend du temps. Et un petit changement nécessite tout un chantier de mise en place. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de plateformes MLOps qui vont être soit dédiées cloud, on-premise, en local ou un mix entre les trois. En ce moment, si je ne me trompe pas, il existe plusieurs plateformes et je pense plus de 300 plateformes MLOps
Et si on pousse un peu l'étude en rajoutant des critères, par exemple, si on rajoute 3 critères essentiels, à savoir la couverture d'une plateforme d'au moins 5 tâches principales dans un cycle de vie machine learning. Deuxième critère, être présent en au moins 2 domaines principaux, à savoir le data management et le modeling. Et un troisième critère qui va être le positionnement de la plateforme en tant que plateforme MLOps, qui n'est pas tout simplement un outil d'automatisation des tâches. Avec ces 3 critères, on va de 300 à 18 outils à peu près qu'on peut considérer comme des plateformes MLOps. Donc, ça, c'est la deuxième façon, de faire du MLOps à l'aide d'outils comme les plateformes MLOps. Donc, pour choisir une plateforme, on peut pousser après les critères de choix. Et des critères qui sont essentiels, il faut trouver une plateforme MLOps qui va couvrir une large sélection des tâches ML, la possibilité de partager et de travailler en concurrence sur des pipelines, le versionning et le tracking de la donnée, du code source, des hyperparamètres et la configuration d'environnement. Puis, vous avez le hosting. Est-ce que vous cherchez un outil cloud, self-hosted ou local? Donc, selon le choix, vous avez aussi la connectivité des données à prendre en compte et aussi, finalement, peut-être aussi l'interface et la facilité d'utilisation. Donc, est-ce que on a des experts qui vont utiliser la plateforme ou est-ce que c'est des gens qui ne sont pas forcément experts dans le domaine? Donc, il faut avoir des interfaces qui sont plus faciles à utiliser. Et donc, le troisième choix des services, c'est les services qui sont dédiés directement sur cloud. Ça veut dire que je vais travailler sur cloud, par exemple sur AWS, et j'ai des services qui sont intégrés sur la plateforme. Et je vais utiliser ces services-là pour créer un framework MLOps. Donc, je vais parler, bien sûr, en détail sur ça quand j'arrive à la partie MLOps sur AWS. Maintenant, pour discuter un petit peu des risques qu'on peut avoir, je vais vous parler d'un terme utilisé dans le génie logiciel. C'est le terme dit facteur de bus. C'est un terme courant en génie logiciel, décrivant le risque qu'un contributeur clé disparaisse d'un projet. Parce qu'ils sont heurtés, on dit, par un bus. Bien qu'il s'agisse d'un problème de génie logiciel, on peut avoir ce problème-là dans les projets ML aussi. Et l'apprentissage automatique amplifie le facteur de bus de manière significative. Donc, la perte de connaissances peut se produire de différentes manières. La plus évidente est qu'un data scientist quitte l'entreprise. Et la plupart des grandes équipes ont déjà peut-être été confrontées à cela, mais cela peut aussi se produire sans changement de personnel. Lorsque vous travaillez sur plusieurs projets sur une période plus longue, vous avez également tendance à oublier les détails de votre propre travail. Cela peut être difficile pour revenir à un projet, du coup, qui est vieux de 6 mois, par exemple. Vous devez savoir quelles données le code utilisé et comment ces données sont arrivées. Il existe souvent plusieurs scripts réunissant différentes sources de données et d'agrégation d'entités pour créer le jeu de données dont vous avez besoin. Rassembler le puzzle de plusieurs scripts et de sources de données de quelqu'un d'autre qui ne laisse aucune documentation derrière peut souvent être plus compliqué que de partir de zéro. Donc, le deuxième risque qu'on peut avoir, c'est les problèmes, c'est l'échec à la production. Donc, des erreurs de syntaxe de base ou changement de flux de données ou les performances inattendues du modèle dans un monde où on va produire beaucoup de modèles machine learning. Il faut savoir adopter des pratiques pour essayer d'éviter ce genre de problème en production. Donc,
pour vous donner quelques pratiques essentielles, quelques conseils, on va dire, essentiels, il faut s'assurer déjà que les données utilisées pour entraîner le modèle ressemblent à ce que vous attendiez. Assurer le modèle, que le modèle fonctionne non seulement pour l'entraînement, mais dans un environnement réel. Donc, le overfitting est un risque réel qui doit être suivi par votre pipeline et votre processus. Et puis, assurer aussi que l'infrastructure fonctionne de manière cohérente. Et puis, le troisième risque qu'on peut avoir, c'est la régularité et l'éthique. Et c'est là, en fait, où il faut mettre des points de contrôle et mesures de protection pour savoir à quoi les données utilisées pour l'apprentissage doivent ressembler et quelles sont les prévisions attendues. Donc, le MLOps est là pour accélérer les process d'un projet machine learning. On n'est pas à se soucier de l'infra, de la base de données à utiliser, des scripts nécessaires pour enchaîner les étapes. Donc, le data scientist aurait comme but de faire de la data science. Donc, plus de tests et plus de productivité. Donc, pour ça, on peut voir que les 4 piliers sur lesquels où on doit se focaliser pour assurer un bon framework MLOps, c'est le contrôle de version, l'automatisation, les pipelines et le contrôle de test, les contrôles de test. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va détailler quand on va parler de l'utilisation des services AWS pour faire du MLOps. Donc, ici, pour parler justement de l'histoire du MLOps sur AWS, et maintenant qu'on a regardé les principes du MLOps et comment on peut faire du MLOps, je vais vous parler du MLOps sur AWS. Sur AWS, ça a commencé bien sûr avec la base. Utiliser des scripts développés from scratch qui vont utiliser plusieurs services AWS, par exemple le data pipeline, AWS Glue, SageMaker, etc., pour faire en sorte d'avoir un framework MLOps le plus complet possible. Même si les step functions existaient depuis un moment, on ne les utilisait pas forcément pour faire du ML. C'est avec le temps et à cause du besoin d'aller plus vite et d'avoir une flexibilité, AWS a intégré des étapes sur le service Step Functions qui ont fait qu'on a commencé à utiliser les Step Functions justement pour essayer d'automatiser le plus de tâches possible. Même si on était encore un peu loin d'un framework complet qui couvre la création d'un framework MLOps, c'était déjà un très bon début. Et puis après, il y avait l'intégration d'autres solutions, comme on a vu précédemment, comme Kubernetes, Kubeflow et Airflow, pour permettre plus de possibilités et plus de flexibilité. Donc, on se tend de plus en plus vers un framework MLOps le plus complet possible. Et puis donc, dernièrement, l'arrivée de SageMaker Project, qui est un service qui a été annoncé dans le reInvent 2020 en décembre, qui cette fois-ci avait pas comme but de fournir des outils pour automatiser des tâches, mais plutôt d'avoir un outil dédié MLOps. Le SageMaker Project, qu'on verra un peu plus en détail après, et le service qui est dédié justement pour faire du MLOps sur AWS. Donc, je vais passer rapidement sur les différentes solutions que j'ai discutées et puis je rentre en détail sur le SageMaker Project. Donc, les Step Functions, c'est tout simplement un service d'orchestration serverless qui permet de combiner des fonctions AWS Lambda et d'autres services AWS pour créer des applications. Comme vous pouvez le voir, on a une interface graphique très intuitive. Une fois qu'un pipeline est lancé, on peut voir les étapes en cours d'exécution, les erreurs, etc. Donc, les points positifs à retenir sont la capacité d'orchestration, la possibilité de personnaliser les flux et l'interaction avec d'autres services AWS. Et en parlant de personnalisation, ici, on peut voir
un cas d'utilisation personnalisé où on peut même, par exemple, utiliser un webhook Slack pour envoyer des notifications quand une étape est terminée. Par exemple, sur le channel Machine Learning, une fois que l'étape d'entraînement est terminée, la step function envoie une notification avec des informations sur le modèle en C et son état. On a vu aussi la capacité d'exporter des orchestrations Kubernetes. On peut voir donc ici que les opérateurs pour Kubernetes vont faciliter l'accès des développeurs et des data scientists pour entraîner et déployer des modèles. Et puis, les composants des pipelines Kubeflow vont permettre de déplacer des tâches de traitement et d'entraînement de données de votre cluster Kubernetes vers le service SageMaker. Je vais vous parler maintenant de SageMaker Projects, un peu plus en détail. Donc, on utilise SageMaker Projects pour créer une solution MLOps afin d'orchestrer et gérer la préparation, le feature engineering, l'entraînement des modèles, l'évaluation des modèles, le déploiement des modèles, le monitoring et la mise à jour des modèles. Ici, on voit une étape dans un projet. Donc, on parle de projet SageMaker Projects, dans laquelle on utilise le service ML Pipelines, très similaire aux Step Functions, mais plus spécialisé. Cette fois-ci, on a aussi le versionning qui est intégré. Je parlerai dans les slides qui viennent de la CI/CD et comment c'est facile à itérer les tests. En utilisant un projet SageMaker, des équipes data scientists et des développeurs peuvent travailler sur des problèmes métiers de machine learning. Donc, vous pouvez créer un projet SageMaker avec un modèle MLOps fourni par SageMaker qui automatise la création des modèles et les pipelines de déploiement à l'aide d'intégration continue et de livraison continue, donc avec de la CI/CD. Un modèle fourni par SageMaker avec la configuration initiale va vous permettre de commencer un premier template où vous pouvez commencer à utiliser un framework MLOps. Vous pouvez également fournir votre propre modèle personnalisé pour utiliser les ressources dont vous avez besoin. Chaque projet SageMaker qu'on va utiliser, il va avoir un nom et un identifiant unique qui sont transmis à toutes les ressources SageMaker et AWS créées dans le projet en utilisant le nom et l'identifiant de votre projet. Vous pouvez afficher toutes les entités associées à votre projet. Donc, il faut savoir que SageMaker Projects, c'est tout un framework. Donc, il va utiliser plusieurs services en même temps pour assurer un framework MLOps. Donc, parmi ces services-là, on a les exécutions des pipelines à l'aide du service récemment inventé, Shems, on a un petit souci avec ton son, ta vidéo, t'as vu, t'es en mute là. Est-ce que tu peux te démuter? Voilà. Et du coup, ça fait 2-3 slides qu'on t'entendait pas. Ah, je ne savais pas alors. Ça a sauté un peu, ça a frisé. Donc si tu peux revenir quelques slides en arrière. C'était quoi le Kubernetes? Non, ça on l'a vu, il me semble. On était sur le 2 slides plus loin. Non, après. Encore.
C'est bien? Voilà. Ouais, c'est au milieu de ça que c'est parti en cacahuète. D'accord. Je vais reprendre. Et je disais il y avait une coupure ou... Oui, ça va un petit peu couper. T'en as encore beaucoup. Il est 26. Non, je vais essayer On arrive à la fin du temps. D'accord, Ok. pas de souci. Excuse-moi pour la coupure. Donc là, ici, je vous ai dit qu'on a plusieurs services qui vont être utilisés justement, ils vont être associés à votre projet. Donc, c'est les exécutions des pipelines, le modèle enregistré, le modèle déployé, les datasets et le service code pipeline et code commit. Donc ici, je voulais juste vous montrer rapidement les éléments essentiels dans un projet SageMaker. Et parmi ces éléments, on va utiliser et définir des étapes de préparation de données d'entraînement. On a le code pipeline pour exécuter le pipeline SageMaker. Et une fois qu'une nouvelle version code est push, et puis un modèle registry qui va contenir les versions des modèles avec les détails sur les expérimentations. Donc, tous les services qu'on a discutés avant ici, dans ce schéma, qui montrent l'orchestration et l'interaction entre les différents services, que ce soit sur le côté CI ou le côté CD. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres services dont on n'a pas parlé en détail, qui sont utilisés aussi en plus du projet SageMaker. Donc, parmi ces services, on va avoir le service SageMaker Clarify, le service Model Monitor qui va permettre de faire tout ce qui est monitoring de modèle une fois que le modèle est en production, le service SageMaker Debugger qui va permettre de faire tout ce qui est debug pendant l'entraînement, et des services comme ML Lineage Tracking qui crée et stocke des informations sur les étapes d'un flux de travail de machine learning depuis la préparation des données jusqu'au déploiement des modèles. Donc ici, on peut voir un peu en détail le schéma qui va nous montrer comment un projet MLOps commence sur SageMaker. Et donc, ça va commencer de la création du projet jusqu'au lancement du pipeline en utilisant plusieurs services ici qui vont permettre d'enchaîner les étapes l'une après l'autre dans l'ordre qu'on avait prévu dès le début et en stockant toutes les informations possibles sur les données, sur le code, sur le modèle et en ayant la possibilité d'itérer rapidement parce que tout le pipeline, il serait ici. Donc, ici, on va avoir donc une étape où on aurait effectué des changements sur le code. Le processus est simple. Je modifie mon code. Je viens ici, je rajoute le code avec Git, je le commit et puis je le push. Donc, cela va automatiquement lancer une exécution, comme on peut voir ici, de tout le pipeline. Je ne vous ai pas montré tous les onglets, mais on a toutes les informations sur les exécutions et les erreurs des modèles et les endpoints. Vous avez donc tout le processus qui est ici, jusqu'à l'étape où on va lancer un endpoint dans un environnement staging. Donc, on a juste à approuver à la première fois le modèle pour qu'il passe à un endpoint dans un environnement staging. Et du coup, une fois que tout marche bien, on a juste à aller dans le service code pipeline pour valider le modèle et passer le modèle en prod. Donc, un simple approve manuel permet donc de créer un endpoint final en prod. Pour conclure, donc, dans ce talk, on a pu voir au début une idée générale sur le MLOps avec les principes de ce type de framework. Et puis, on a discuté de l'histoire du MLOps sur AWS et l'utilisation de SageMaker Projects. Donc, il faut savoir que cet outil a été annoncé il y a 4 mois. Donc, je pense qu'avec le feedback et les améliorations du service, on peut s'attendre à plus de facilité et de complétude. Donc, c'est tout pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez échanger, vous pouvez me contacter via LinkedIn. Ce serait avec plaisir et merci à tous.
Merci à toi, Shems. Comme il est 31, donc on a un petit peu débordé, on va pas pouvoir faire la session de questions-réponses. Par contre, je vous invite, tous ceux qui veulent échanger avec Shems, de nous rejoindre de le rejoindre sur notre Slack, dans le channel AWS Community Day AWS. Et vous aussi, si vous voulez aller encore aussi plus loin, il y a toujours l'équipe AWS, les experts qui vous attendent pour des questions. Merci Shems.